Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous parlons de l'argent au sein de la famille aujourd'hui. Certains Camerounais estiment que les Camerounaises sont des budgétivores, qu'elles ne participent pas aux dépenses de la famille. Au contraire, les femmes, pour leur part, disent participer énormément, investir dans les besoins du foyer. Qu'en est-il exactement? Nous le verrons dans cette émission. Bonjour ma très chère. Ma très chère, bonjour. Bonjour à vous, téléspectateurs des canaux international. L'argent au sein du couple, problème ou solution? On en parle. On en parle donc aujourd'hui avec notre invité que nous allons vous présenter dans un instant. Notre invitée s'appelle Sylvie Ekobé, elle est conseillère juridique presque habituée de ce plateau. Bonjour Sylvie. Bonjour Clarence. Comment allez-vous? Je me porte bien, merci. Alors on parle d'argent au sein du couple. Dans certaines sociétés, ce sujet est considéré comme tabou. Pourtant chez nous, visiblement, on en parle énormément. Est-ce un problème de contexte selon vous? Disons que ce n'est pas principalement un problème de contexte. Il faut dire que c'est vrai que notre société est minée par la crise économique. Nous avons des déficiences budgétaires en ce moment. L'argent vient comme ça là au centre du couple. Le couple ne peut pas vivre sans argent. Il est bien vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, mais on ne peut pas avoir un mariage heureux, totalement heureux, si chaque fois on est confronté de temps en temps aux problèmes financiers. Et pourquoi principalement les besoins financiers des femmes? Parce que c'est ce qu'il paraît, c'est ce qu'il ressort de ce que nous avons regardé, ce que nous avons vu et entendu sur le terrain. Bon, disons que c'est une acception sociale. On a toujours fait croire aux femmes qu'elles avaient plus de besoins, que les hommes, peut-être les enfants et consorts. Mais je pense que ce soit l'homme ou la femme, les besoins peuvent être de façon égalitaire. Il n'y a pas la femme qui a seulement ses besoins financiers à assouvir, les hommes également ont les besoins financiers. Est-ce qu'on pourrait parler de couple sans argent? Je veux dire, on parle d'amour d'abord. Est-ce qu'on pourrait parler seulement d'amour sans parler d'argent? Il est bien vrai qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, mais je pense que l'amour au-dessus de toute chose. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Et l'amour vient comme ça consolider la relation. La relation ne doit pas être basée sur l'argent. L'argent vient consolider une relation qui est déjà établie par l'amour. L'argent vient comme renforcer d'abord cette relation. Il y a d'abord une relation à deux, une relation entre un homme et une femme, et puis l'argent vient. Et s'il n'y a pas d'argent, on peut vivre autrement sans argent. Nos parents faisaient comme avant. Mais c'est quand même assez paradoxal parce que sur le terrain, les femmes disent pour certaines que si monsieur n'a pas d'argent, qu'il ne m'aborde pas du tout. Non, on a souvent vu ça. Oui, on a souvent entendu ça dans des discussions entre femmes. Oui, mais je pense que c'est une très mauvaise image qu'on veut comme ça renvoyer, que les femmes, vous avez dit que ce sont les femmes qui veulent, les femmes veulent comme ça renvoyer à la société pour dire que les femmes sont vénales, les femmes sont cupides, mais ce n'est pas le cas. Nous avons vu dans notre société camerounaise ici où les hommes qui travaillent vont en retraite et la femme assume comme ça le ménage, le budget de la famille. Elle s'occupe des enfants, du loyer, de l'électricité et consorts, sans que cela ne pose réellement un souci. Mais on a fait comprendre dans notre société que les femmes sont vénales, les femmes sont cupides et qu'elles ne vivent que pour de l'argent et que lorsqu'elles acceptent des avances des uns et des autres, c'est parce que derrière elles escomptent peut-être une position sociale ou bien un financement, un soutien financier. Je pense que c'est faux. L'amour est encore là. Parce que lorsqu'on le dit, c'est comme si on veut faire comprendre aux gens que l'amour a complètement disparu dans notre société. Il faudra qu'on fasse attention parce qu'à l'extérieur, il y a les gens qui nous regardent. Donc, nous sommes là, c'est une chaîne qui est regardée par plusieurs personnes. Il faudra qu'on fasse comprendre au Cameroun que les femmes camerounaises sont essentiellement vénales. Non, il y a les femmes, vous travaillez, elles travaillent. Moi, je travaille, d'autres aussi travaillent. Oui. Ça veut dire que les femmes camerounaises ont compris que le bonheur d'une femme réside principalement d'abord par son travail, parce que par le travail, on s'épanouit. Et puis maintenant, lorsqu'on est heureux, on offre maintenant ce bonheur à son partenaire. C'est comme ça que ça se passe, la relation. Il y a quelqu'un qui nous a dit dans les reportages, qui nous a dit que les femmes sont insatiables. Ça veut dire qu'elle gagne 1 million, monsieur ne gagne que 100 000 francs, mais elle a quand même un œil sur le salaire de monsieur. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Oui, ce que je dis, c'est que là, on est encore dans les origines même de la relation. Parce que là, la relation à deux, traditionnellement, c'est l'homme qui doit pouvoir aux besoins de la famille. Oui. Donc, lorsqu'une femme, elle est encore ancrée dans cette mentalité-là, elle a tendance à croire que c'est son mari qui doit pouvoir à ses besoins. C'est vrai que même dans le Code civil, lorsqu'on regarde certains articles à partir de l'article 203 et suivant du Code civil, le mari est le chef de la famille. C'est-à-dire qu'il incombe dans la responsabilité de pouvoir aux besoins, que ce soit l'entretien de ses enfants, l'entretien et également de son épouse. Donc, on a encore cette acception-là. Mais lorsque nous sommes dans le couple, les problèmes peuvent survenir. Le couple fait souvent face au problème de l'infidélité, l'alcoolisme, la religion et tout. L'argent aussi est également au centre. Mais ce que je préconise souvent, c'est que les couples, avant de se marier, doivent venir faire des conseils prénuptiaux. Pourquoi? Parce que c'est lorsqu'on vient, on consulte peut-être un conseiller prénuptial, c'est au cours de cette séance-là qu'on débat de tous les sujets. C'est vrai que dans notre société, on n'est pas encore complètement ancré avec ces mentalités. Lorsqu'une femme va proposer à son compagnon, il
faudra qu'on aille voir un conseiller matrimonial. On va se dire que certainement elle est cupide parce qu'elle va commencer à poser les problèmes d'argent et tout. Mais non, il faut régler un certain nombre de problèmes avant le mariage. Les problèmes financiers doivent être réglés avant le mariage. Mais est-ce que vous voyez beaucoup de cas comme ça? Parce que c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes là en tant que conseillère matrimoniale. Est-ce que vous avez des cas, des gens qui viennent vous voir pour poser sur la table la question de l'argent? Oui, disons qu'avec les sensibilisations que nous essayons déjà de faire sur le terrain, de plus en plus, il y a des personnes qui comprennent l'importance déjà de ces conseils prénuptiaux-là. C'est important que lorsque, quand vous voulez peut-être acheter une voiture, vous essayez quand même de regarder le mode de fonctionnement. Si vous voulez inscrire votre enfant dans une école, université ou bien école primaire, vous allez quand même voir comment est-ce que ça va se passer, quelles sont les modalités. C'est la même chose pour un mariage. On se lance pas dans un mariage, ce n'est pas un jeu, c'est une histoire pour la vie. Parce que lorsqu'il y a un divorce, ce n'est pas vous qui êtes blessé, vous êtes blessé certainement, mais il y a les enfants, il y a le conjoint, il y a la belle famille, toutes ces personnes, parce que nous sommes en Afrique. Le mariage, ce n'est pas pour deux personnes. Il y a la société, la famille qui s'est associée. Donc, lorsqu'on veut se marier, il faut venir voir un conseiller matrimonial et consort. Parce que lors de cette séance, on va donc régler les questions relatives aux enfants, le nombre des enfants, les précautions médicales, c'est-à-dire les contraceptions et consorts, la religion, parce que le problème de la religion se pose aussi souvent, et également le budget du ménage. Qui doit gérer le budget du ménage? Moi, la question qui me vient à l'esprit, est-ce que c'est respecté surtout? Parce que c'est vrai, on peut même venir vous voir, vous en tant que conseillère juridique et tout, on peut venir, on prend ces résolutions-là. Mais qu'est-ce qui nous garantit le respect de toutes ces résolutions qu'on va prendre là-bas chez vous? Oui, alors, comment vous faites si jamais ça marche pas? Généralement, ce n'est pas, nous n'avons pas des mesures de coercition. Nous venons là, nous prodiguons des conseils, mais c'est à la personne d'appliquer s'il voit que voilà, on ne peut pas. Voilà. Alors, on va regarder ce reportage qui porte sur l'importance de l'argent au sein du couple. Quelle est la place que l'argent occupe au sein des couples? On regarde. Tandis qu'on présente l'argent comme sujet tabou au sein des couples de certaines sociétés occidentales, au Cameroun, le sujet semble se débattre ouvertement. Il y a les cas où on parle de l'argent, les cas où on ne parle pas de l'argent. Bon, par exemple, au cas sentiment, on ne parle pas de l'argent. Bon, par rapport au marché, bon, comme je rentre souvent du marché, je donne le compte rendu. Si la dame me dit que bon, j'ai eu comme ça là, j'ai eu comme cela aujourd'hui. Un homme sans argent, c'est un homme sans autorité. Il n'a pas d'autorité devant sa femme, il n'a pas d'autorité devant ses enfants. Parce que c'est quand il a de l'argent qu'il peut prendre des décisions. L'affaire d'argent, c'est ça qui domine maintenant sur la terre. Toute femme qui vient, quand tu parles vers une femme, elle sait déjà que d'office que c'est l'argent. Quand elle vient vers toi, c'est par rapport à l'argent. S'il n'y a pas l'argent, elle ne peut pas venir. Elle sait qu'elle vient comme ça rencontrer l'argent. D'ailleurs, pour bon nombre de femmes, l'argent est l'un des critères primordiaux d'acceptation ou non du compagnon. L'argent est toujours au centre parce qu'en fait, il ne peut pas avoir des relations sans argent. Je vois vraiment des hommes sont censés à donner de l'argent, par exemple 500 000 francs, afin qu'elle ne puisse vous donner même ne serait-ce que le numéro. Donc combien de fois vous allez commencer à parler d'une relation amoureuse sans vraiment parler de l'argent? L'argent a un rôle au sein du ménage, au sein du couple, mais ce n'est pas l'argent qui détermine fondamentalement le bonheur du couple. Vivre d'amour et d'eau fraîche, on l'a vu très souvent dans les feuilletons à l'eau de rose. Mais entre fiction et réalité, il est important de savoir où se situer. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui n'a pas d'emploi, un homme qui ne travaille pas. Donc pour moi, forcément, l'homme là, avant de sortir avec un homme, il doit forcément avoir une activité qui lui apporte quelque chose. Tu peux aimer un homme qui n'a rien et que vous vous débrouillez tous ensemble pour aboutir, pour joindre les deux bouts. Du côté des femmes, il est capital qu'un homme ait de l'argent. Le poids de son porte-monnaie est jaugé dès les premières rencontres. Dans la vie d'aujourd'hui, mon frère, ne faut pas te mentir. Sans l'argent, il n'y a pas d'amour. For me, if I really like somebody, I'm working. I have food to eat every day in the market. I can go out to the person. But let that person know that at least I'm trying. Because some other men, when you are going out with them, you don't ask them money, they feel maybe all is well. L'on doit pouvoir subvenir aux besoins essentiels de la femme sans pour autant lui faire l'inventaire de ses revenus. La femme est que même si tu lui donnes de n'importe quoi, elle cherche toujours à avoir plus que ça. Il y a les hommes qui, c'est pas facile pour eux de donner de l'argent à la femme. Si tu ne flattes pas, bébé, chérie, il ne peut pas te donner de l'argent facilement.
il faut l'amener, il faut d'abord le flatter. Tu l'amènes à te donner de l'argent. En fin de compte, l'argent se présente très souvent chez nous comme un levier incontournable pour la survie du couple. Alors, vous l'avez vu, la plupart de ceux que nous interrogeons disent qu'ils parlent d'argent. C'est vrai qu'il y a une minorité qui dit on n'en parle pas, surtout pour les hommes qui ne veulent pas s'étendre sur ce qu'ils gagnent en général. Vous, dans vos conseils, est-ce que l'homme doit pouvoir dire à sa femme exactement ce qu'il gagne dans l'entièreté ou juste en partie? Non, je pense que lorsqu'on se met ensemble, il doit avoir une transparence. Lorsqu'on veut vivre un mariage heureux, harmonieux, pour avoir la paix au sein de son foyer, il faudra établir un climat de transparence, un climat de communication. Pourquoi je le dis? Je dis simplement parce que généralement, ce sont les femmes qui s'occupent du ménage, des enfants et consorts. Il faudra qu'elles sachent que mon mari perçoit à la fin du mois tel nombre, tel montant par exemple, pour pouvoir planifier les dépenses qu'elle puisse faire au cours du mois. Si elle ne le sait pas, elle va arriver dans le mois peut-être faire les dépenses au-delà du revenu de son époux. Donc il est important que les époux s'asseyent, puissent prévoir la somme à allouer au budget familial, peut-être au cours du mois ou bien de l'année. C'est important. Certains hommes pensent évidemment que c'est une erreur de dire le montant exact de son salaire, parce que une fois qu'on lui dit à son épouse, elle planifie tous ses besoins et elle oublie ceux des autres. Ça veut dire, si on est à 100 000, alors ses besoins vont à 90 000, elle ne tient pas compte des vôtres. Elle oublie même l'épargne qui doit être réservée aux besoins de la famille. Du coup, est-ce que c'est pas aussi un tout petit peu normal, selon eux, de cacher un peu, parce que c'est finalement l'homme qui résout le plus gros des problèmes à la maison? Oui, c'est vrai que moi je préconise la transparence. Je préconise la transparence comme pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Mais il est important de dire que même si, parce que dans le couple, les deux partenaires n'ont pas la même façon de gérer les finances. L'un peut être dépensier, l'autre ne l'est pas. Donc le fait de dire à son partenaire que je perçois tel montant à la fin du mois, si vous constatez que votre partenaire l'a dépensé énormément, les sommes faramineuses, vous pouvez inverser le rôle, c'est-à-dire maintenant vous vous occupez peut-être de la gestion des besoins des enfants et consorts. Donc le problème, c'est qu'on nous a fait comprendre en Afrique que nous sommes encore dans le schéma classique. C'est la femme qui reste à la maison, qui doit pouvoir s'occuper des enfants et consorts, et le mari doit sortir. Mais ce n'est plus le cas. Et vous avez pris l'exemple tout à l'heure qu'il y a les femmes qui pourvoient aux besoins de leur mari et de leurs enfants. Donc nous ne sommes plus dans les schémas classiques, les relations avant, les relations traditionnelles. Ça a un peu évolué avec la société. Alors justement, on parlait de femmes budgétivores et de femmes qui ne réfléchissent pas du tout. On a comme l'impression qu'il y a une petite infantilisation à ce niveau-là. Tout comme il y a des femmes quand même de l'autre côté qui disent que, on l'a évoqué tout à l'heure, quand il y a de l'argent, elles savent exactement où elles vont. S'il faut contribuer, elles doivent contribuer. S'il ne faut pas contribuer. Mais elles savent néanmoins quel est le canevas dans lequel elles se trouvent. Dans ces cas-là, quelle est la lecture qu'on peut en faire? Disons que, vous l'avez relevé tout à l'heure très brillamment, le fait de faire comprendre aux femmes que les femmes sont cupides, les femmes sont vénales, les femmes sont dépensières, les femmes ne savent pas s'occuper du budget du foyer. C'est encore une façon de stigmatiser les femmes. Nous sommes encore quelque part dans l'infantilisation de la femme. La femme est capable de prendre soin de son foyer, mais le tout c'est dans la transparence. Qu'est-ce que mon mari perçoit? Comment est-ce qu'on peut gérer peut-être la maudite somme? Ça peut être 30 000, ça peut être 25 000 qu'il perçoit pour la fin du mois. Si vous le faites pas, ça commence à créer ce que moi j'appelle souvent les cases. C'est-à-dire, on est dans une relation où je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas ce qu'il perçoit. Et comme ça, vous savez comment nous, les femmes, on se comporte. Lorsqu'on ne connaît pas, on fouille. Lorsqu'on ne connaît pas, on cherche. Et c'est comme ça que ça crée les tensions au sein du couple. Mais quand c'est juste des compagnons, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une relation officielle, disons-le comme ça, c'est juste des gens qui vivent ensemble. Est-ce que ça devrait également être le cas? Bien sûr, parce que le mariage ne vient que formaliser la relation qui était d'abord établie. Il y a d'abord certainement eu fiançailles ou fréquentation, comme les gens l'appellent, et puis le mariage, l'acte de mariage ne vient que formaliser une relation qui est d'abord établie. Si on n'arrive pas, lorsqu'on est jeune, on a peut-être un compagnon ou une compagne, comme vous dites, à pouvoir peut-être être transparent, à pouvoir entretenir un certain nombre de relations, avoir une relation saine. Ce n'est pas lorsqu'on aura un acte de mariage que les choses vont changer. Non, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Alors il faudra d'abord se comporter en époux avant de l'être.
Vous préconisez la transparence alors la transparence. Voilà, alors que certaines femmes disent avoir été victimes plusieurs fois des coups venant de leurs compagnons. Justement, c'est pour cela qu'elles disent prendre des précautions pour ne pas retomber dans les mêmes pièges. Donc, ça veut dire pour elles, il faut déjà d'abord être mariée pour pouvoir être certaine que c'est mon époux, je peux donc lui montrer mon argent et tout. Alors, qu'est-ce que vous leur diriez à celles-là qui ont eu ce genre de problème? Elle a dépensé pour un homme finalement qu'il a abandonné, qui a même pris son domicile qu'elle a construit avec son argent pour en prendre une autre. Alors, dans ces cas-là, comment on réagit? Disons que... on préconise toujours la transparence? On préconise toujours la transparence. Mais ce que je reviendrai sur ce que vous êtes en train de dire en disant que ce soit une relation d'union libre, que ce soit une relation maritale, les turpitudes ou bien les couacs peuvent se trouver à l'extérieur comme à l'intérieur. On n'est pas exempt. C'est pas parce qu'on a une alliance ou bien on ne l'a pas qu'on ne peut pas rencontrer un infidèle ou bien une personne qui a dépensé. Nous sommes confrontés toutes à des mêmes turpitudes. Donc, lorsqu'on aime, on fait confiance. Lorsqu'on aime, on fait confiance. Justement, ça nous fait penser au deuxième reportage. On aime, on fait confiance. Il n'y a pas d'argent. Est-ce que le couple peut subsister à cela? Ça, c'est la question que nous avons essayé de poser à plus d'un. Et les réponses ont été aussi inquiétantes les unes des autres, ma très chère, parce qu'il se passe que certaines disent que sans argent, il n'y a rien du tout, parce que l'absence d'argent crée d'énormes soucis. Et d'ailleurs, on va regarder ce reportage. Le fric, ton fric, je m'en fous. Tu es milliardaire, je m'en fous, je m'en fous. L'argent joue un rôle important, sinon capital au sein du couple. Et même si certaines personnes s'accordent à soutenir le contraire, le plus important, c'est d'abord l'amour. Après l'amour, il y a le dialogue. L'argent même vient en troisième position. Parce qu'on peut ne pas avoir l'argent. Quand les deux s'entendent, ils peuvent vivre. Si vous avez même de l'argent et qu'il n'y a pas le dialogue, il n'y a pas l'amour, ça ne va pas marcher. La première chose dans un couple, il y a d'abord le dialogue. Il y a l'entente dans un couple. L'argent joue le second rôle. Et l'argent ne résout pas souvent tous les problèmes dans un couple. D'autres restent sceptiques. Est-ce qu'on peut vivre sans argent? On ne peut pas vivre sans argent, non? Mais la condition, je ne lui ai pas dit qu'il faut l'argent, quoi. Mais lui, consciemment, il sait déjà que, bon, il faut l'argent. Vu sous cet angle, l'argent devient donc un facteur incontournable, ce qui, en cas de carence, peut entraîner d'énormes soucis au sein du couple. Le manque d'argent dans un couple va créer des graves problèmes. Des graves problèmes. On ne vit pas seulement de l'amour. Il faut l'argent pour payer le loyer, il faut l'argent pour manger, il faut l'argent pour payer, pour supporter les charges. Bien sûr, il y a certaines femmes qui partent au mariage en cause de l'argent. Ça dépend de ton background. Ça dépend de ton background. Il y a certaines femmes qui voient ton background bien, il y a d'autres qui arrivent qui voient que tu es un poussin ou tu n'as rien à manger. Donc, il fuit. Un autre problème que rencontrent les conjoints, celui du pouvoir financier de la femme dans le couple. Quand une femme gagne plus que son mari, immédiatement, on ne rencontre pas encore le problème. Mais avec le temps, on rencontre le problème. Parce qu'elle se trouve en train de payer, le plus souvent de payer, certaines charges supplémentaires qu'elle ne faisait pas dans le passé. Et à un certain moment, elle se remet en question. Si l'homme n'est pas quelqu'un de posé, ça ne peut que créer des ennuis dans la famille. Des ennuis qui peuvent sans doute être évités avec quelques ajustements de l'avis du sociologue. Les couples ont existé avant l'argent. Mais on ne peut pas dire que des couples n'étaient pas heureux. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas intimement lier le bonheur du couple à l'existence ou non de l'argent. L'argent, dit-on souvent, est le nerf de la guerre. Il divise les nations, les familles et même les amis. Cependant, l'amour reste un sentiment noble, pur et désintéressé. À nous de ne pas le ternir afin de préserver l'équilibre de nos couples. De ce
reportage, ma très chère, je retiens quelque chose. Le manque d'argent va créer des problèmes ici dehors. Beaucoup de problèmes de toute disent. façon, parce que sans argent, il n'y a plus d'amour selon certains, contrairement à ce que Sylvie nous disait tout à l'heure. Certains sont catégoriques. Quand il n'y a pas d'argent, vraiment l'amour fuit par la fenêtre, comme on dit souvent. Non, disons que ce sont des personnes qui ont basé leur amour ou bien leur relation sur le fondement de l'argent. Il y a certaines personnes qui basent leur relation sur l'amour, certaines qui basent leur relation sur la confiance et autres. Chaque personne a son intérêt. Mais si ces personnes ont basé leur relation sur l'argent, c'est normal que lorsqu'il n'y a plus d'argent, l'argent va vous donner à manger, ou donner à manger à un petit bébé qui crie famine? Est-ce que l'argent va l'envoyer à l'hôpital ou à l'école? Je vais vous reposer la même question. Est-ce que l'argent va vous soutenir la nuit? Voilà. Est-ce que l'argent, lorsque vous seriez en peine ou bien vous auriez des difficultés au travail, va vous consoler? Est-ce que l'argent va vous donner des enfants? Non. Mais d'où vient-il que la grande majorité estime quand même que c'est important, moi je parle des femmes, que c'est important que l'homme qui est en face ait de l'argent? Pauvreté psychologique, pauvreté physique, je ne sais pas moi, matérielle? Non, c'est juste une pauvreté psychologique, comme vous l'avez dit. Pauvreté psychologique, pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a fait comprendre aux gens, c'est ancré en nous que l'homme est le chef de la famille, c'est lui qui doit pourvoir aux besoins de la famille. Donc lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un et qui ne pourvoit pas, ne serait-ce qu'au minimum, au prorata de vos besoins, vous avez l'impression qu'il ne faut... Mais ça, c'est la grande majorité, c'est pour ça que je le reprécise. C'est la grande majorité. C'est-à-dire autant du côté des hommes que du côté des femmes. Parce que les hommes disent, oui, on prévoit un budget. Les hommes disent, si on n'a pas d'argent, les femmes ne viennent pas. D'ailleurs, quand une femme vous rencontre, c'est l'argent qu'elle vient chercher. Oui, disons. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit de ces hommes-là qui pensent comme ça? Parce que les hommes aussi le disent. Non, mais certainement, ce sont des hommes qui ont rencontré ces cas. Ils ne le disent pas certainement pour rien. Ils le disent certainement parce qu'ils ont rencontré des femmes qui étaient vénales et consorts. Mais je dis, par mon expérience, qu'il y a des femmes qui soutiennent leur mari, qui sont financièrement abattues, qui n'ont pas d'argent. Il ne faudra pas qu'on fasse croire aux gens que les femmes sont vénales. Il ne faudra pas qu'on fasse croire aux gens que amour ne rime qu'avec de l'argent. Est-ce que ce n'est pas aussi le problème de certains hommes? Parce qu'il y en a qui viennent vers certaines femmes en leur montrant juste de l'argent. Ça veut dire, à un moment donné, elle s'accroche au fait qu'il a de l'argent et puis finalement, ça lui pose problème à lui-même. Est-ce que ce n'est pas ces hommes-là le problème aussi dans ces cas-là? Ça veut dire qu'il vient vers cette femme Justement, ce sont ces hommes-là, généralement. Ces hommes-là sont des personnes qui sont pauvres d'esprit parce qu'ils se disent qu'en dehors de leurs finances, ils ne peuvent plus rien offrir. Ce sont des personnes qui, moralement, psychologiquement, ils ont un problème parce qu'ils savent qu'en dehors de ces finances-là, ils ne peuvent plus rien offrir. Ils ont un problème d'estime d'eux-mêmes. Ils ont un manque d'estime d'eux-mêmes. Ils se disent que financièrement, s'ils donnent l'argent, on va oublier peut-être leurs lacunes ou bien le tas qu'ils ont. C'est tout. Il faudra que, quelque part, ils essayent de travailler d'abord sur leur personnalité parce qu'on n'achète pas une femme. Nous avons vu des femmes qui étaient mariées avec des personnes qui étaient financièrement nantis, mais au bout du compte, elles ont abandonné leur foyer. Souvent, pour des minables, voilà, entre guillemets, des chauffeurs, vous avez dit, des domestiques et consorts. C'est la preuve que l'amour est encore au centre de notre société. J'ai une autre question que je vais vous adresser. Je ne sais pas si vous avez eu à résoudre des cas comme cela. On a des foyers dans lesquels ce sont les femmes qui pourvoient aux besoins de la famille. Et ça pose problème également à certaines personnes qui estiment que quand c'est une femme qui pourvoit aux besoins de la famille, cette femme-là va dominer à la fois son mari et ses enfants, et donc elle va arracher le pouvoir. Vous avez eu à traiter des cas comme cela? Bien sûr, bien sûr. Comment ça se passe? C'est un risque à prendre parce que généralement l'argent c'est le pouvoir, on le sait. L'argent c'est le pouvoir et ça se passe de façon marginale. Lorsque la femme commence à ramener un certain nombre de sous à la maison, même si elle ne dit pas à son mari qu'il va commencer à prendre une place inférieure au sein du foyer, lui-même quelque part il crée cette infériorité. Elle ne lui dit pas certainement par respect pour lui et consort, mais lui-même il le fait parce que la main qui demande généralement dans notre adage, on dit la main qui demande est au-dessus de celle qui donne. Donc ça se fait machinalement, ce n'est pas elle-même volontairement qui commence à dire à son mari que tu vas prendre la place de telle. Mais également, certainement, d'une certaine manière, mais également, il faudra aussi dire qu'il y a le problème des familles d'origine. Les familles d'origine, la belle famille et consorts qui commencent à voir mal le fait que, au lieu que c'est le mari peut-être qui reçoive la belle famille, qui inscrivent les enfants, qui s'occupent du ménage et consorts, ils voient plutôt que c'est leur fille, qu'ils ont certainement dépensé pour
pour les études et consorts qui pourvoient aux besoins de son Alors, ménage. tout à l'heure, elle nous faisait comprendre qu'il y a il devrait avoir une sorte de transparence dès la base de la relation pour que ça marche. Alors maintenant, si on atteint ce niveau-là où la femme a le pouvoir financier et s'il y a ce type de transparence, et on sait bien que c'est l'homme, on en a parlé ici, qui est le chef des familles, alors pourquoi la femme ne ferait pas comme si c'était son mari qui le faisait pour éviter ce type de problème, selon vous? Généralement, les couples qui sont venus nous voir, ils ont été satisfaits. Pourquoi? Parce qu'on revient à la base. Quel est le rôle de l'épouse dans le foyer? Quel est le rôle du mari dans le foyer? Il y a des femmes qui pourvoient aux besoins de leur famille, mais la société, l'entourage et consorts l'ignorent. Pourquoi? Parce que lorsqu'il faut payer une facture, ce n'est pas elle qui se présente. Elle donne de l'argent à son fiancé ou à son compagnon, c'est lui qui va payer la facture pour sauvegarder, comme ça, protéger l'honneur de son mari. Ça, c'est une femme qui aime son mari. Ça, c'est une femme qui aime son foyer, qui veut protéger comme ça l'image de son foyer. On a vu des femmes qui, je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas instruites, mais qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la place de l'homme, qu'est-ce que c'est que la place de l'homme dans la société, dans la famille, qui, lorsque leur mari a des bobos au travail, ou bien, ce n'est même pas encore un licenciement, mais ce sont elles qui crient sur tous les toits, tu ne vaux rien, tu ne fais absolument rien dans le foyer et qu'on sort. Donc, ce n'est pas un problème de finances ou qu'on sort, c'est un problème de mentalité. Comment est-ce que j'ai mon mari? Comment est-ce que je protège mon foyer? Qu'est-ce que je veux de mon foyer? Est-ce que je veux un couple heureux? Est-ce que je veux un couple harmonieux? Est-ce que je veux peut-être mettre mon couple dehors ou pas? Donc ça dépend, c'est un problème de mentalité, ce n'est pas un problème de finances. Non. Parce que également, vous allez m'excuser, mais également, on va parler des finances, mais également, imaginez que vous avez un homme qui a un problème peut-être d'impuissance. Il y a les femmes qui ne se gênent pas pour le crier sur les toits. Donc c'est presque pareil. D'accord. Donc c'est à vous de savoir comment gérer votre foyer. Comment couvrir, comme on le dit vulgairement, ce sont les toits qui couvrent les problèmes de foyer. Alors, quelles sont les répartitions des postes de dépenses au sein des foyers? Est-ce que c'est une solution justement de répartir pour qu'il n'y ait pas de problème d'argent finalement au sein des couples? C'est la question que nous avons posée et vous allez le voir dans ce reportage. La présence ou l'absence d'argent, on l'a vu, peut entraîner des problèmes au sein du couple. Avec ce qu'est appelé aujourd'hui modernité, beaucoup pensent qu'il est besoin de répartir les pôles de dépenses entre l'homme et la femme. Pour cela, certains prônent un compte commun, même si ça ne demeure que pure perspective. C'est pas bien de parler d'argent dans un couple avec la femme. Elle ne doit pas connaître comment tu fonctionnes. Tu ne dois pas tout la dire. Un jour peut arriver que non, vous avez des problèmes. La femme maintenant par derrière, elle peut porter cet argent, peut-être c'est pas. Et bien toi, l'homme aussi, tu peux aussi parfois faire le chantage à la femme en disant que non. Cet argent qu'on a eu, ça nous revient à nous deux. Il faut que chacun soit libre. Chacun doit être libre. Quand vous avez un compte commun, personne n'est libre. Oui, personne n'est libre. Parce que dans un compte commun, pour retirer de l'argent, il faut demander la permission à tel, c'est comme s'il faut placer un programme. Désormais donc, la femme doit s'occuper de... Les choses de la cuisine, les mamies, les assiettes, tout ça, c'est ce que la femme qui paye tout ça. Les choses des enfants, même les habillements des enfants. La femme doit s'occuper déjà des enfants. L'éducation des enfants, d'abord, regarde la femme. S'agissant des hommes, on les voit trouver du budget pour des postes plus lourds. L'homme doit s'occuper du loyer et de la ration. Ma femme est venue chez moi faire d'abord des enfants. Faire des enfants veut dire que je suis responsable de tout. Elle peut bien travailler au besoin. Si elle a ses besoins personnels, bon, ça l'engage. Moi, je ne regarde jamais ça. Cette répartition n'est pas le fait du hasard. Tout dépend des revenus, mais pas que. La femme est toujours en train de contribuer pour la ration. 1 kilo de viande, c'est 2700. Vous donnez 2000 francs par jour. Et le soir, vous venez trouver la viande dans la mamie. Il n'y a aucune femme qui se débrouille, qui ne peut pas ajouter dans la nourriture. Quand on dit vous coupez pour acheter des talons, pour acheter des habits et tout ça là, vous ne dites pas la vérité. Nonobstant ces postulats, il existe encore des hommes qui pensent que les revenus de la femme sont réservés à ses propres besoins. L'argent de la femme reste pour lui. La femme, elle a à la maison, tout pour elle, rien pour toi. Elle, son problème, ce n'est qu'elle peut faire entre les choses.
si tu lui donnes même l'argent, même si l'enfant est malade, elle a son argent gardé à la maison, elle va préférer t'attendre rentrer dans la soirée. Elle se plaint devant toi que l'enfant est malade et qu'elle a son argent à la maison. Les femmes contribuent à l'évolution de la maison, du couple même aussi. Parce que quand on vit ensemble, dans une maison, il y a certaines, je vais dire ça comme ça, certaines responsabilités qu'une femme doit accepter, doit prendre comme charge pour elle. Quand la femme a l'argent, c'est pour l'homme, c'est pour toute la famille en fait, pour partager. Ton mari a besoin peut-être de 5 fois aussi, tu aides ton mari. Selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, les femmes investissent 39,2% de leurs revenus dans l'alimentation, 16% dans le logement et 6% dans l'éducation. Des postes de dépenses dans lesquels elles mettent plus d'argent que les hommes. Alors, les pôles de dépenses au sein des familles, on en parle à présent. Est-ce que vous pensez que en définissant les rôles de chacun dans le budget, on peut arriver à éviter des problèmes? Oui, je le pense. Je le pense parce que lorsqu'on définit le rôle de chacun, chacun sait ce qu'il doit contribuer au sein du foyer. Moi, je ne dis pas, le problème c'est que les gens comprennent mal l'acception ce que je vais développer, c'est que je ne fais pas comprendre aux gens que lorsqu'on travaille, vous travaillez, votre compagnon travaille, vous prenez tout votre salaire, vous mettez sur la table. C'est vrai, il faut mettre sur la table parce qu'il faut connaître ce qu'il faut repartir pour le budget et qu'on sort. Mais quelque part, il faudra aussi que vous puissiez avoir une quote-part. Pourquoi? Parce que le salaire qu'on gagne, c'est une forme de satisfaction, c'est une satisfaction parce que vous pouvez avoir vos besoins personnels. Parce que lorsque vous donnez le tout, vous avez l'impression que vous vous sacrifiez. Donc lorsque on fait un budget, il faudra qu'on puisse enlever telle part peut-être pour les vêtements, pour se faire plaisir. Pourquoi? Parce que l'important dans un couple, c'est d'être heureux soi-même et offrir ce bonheur à son partenaire. Si on n'est pas heureux soi-même, on ne peut pas offrir ce bonheur à son partenaire. Donc il ne s'agit pas de faire un sacrifice, mais il s'agit de faire une communication, une transparence. Je travaille, j'ai peut-être un salaire de X. Je mets X sur la table, mais lorsqu'on fait des répartitions, on enlève une certaine quote-part pour que je puisse me faire plaisir. Est-ce que c'est en fonction des revenus de chacun ou c'est en fonction du sexe? Parce que il y a ceux qui nous disent que la femme doit s'occuper de tout ce qui concerne sa cuisine et l'homme doit s'occuper du loyer. S'occuper de la pension des enfants, donc un certain nombre de choses comme ça. Et ça revient à chaque fois. C'est-à-dire que dans la rue, on vous dit la femme, c'est d'abord sa cuisine, tout ce qui se trouve dans sa cuisine. Mais non, le reste, le loyer, c'est l'homme. Est-ce que c'est comme ça que vous répartissez? Non, chaque couple a son mode de fonctionnement. Chaque couple a son mode de fonctionnement. Vous avez les hommes qui sont très peu entreprenants. Il y a des femmes qui sont très entreprenantes. Et elles prennent comme ça la gestion des grosses constructions, maisons et consorts. Si elles savent que leur mari n'est pas tellement entreprenant, il ne peut pas peut-être aller acheter un terrain, il n'a pas ces capacités-là. Donc ça dépend du mode de fonctionnement de chaque couple. Vous n'allez pas voir, il n'y a pas deux couples qui peuvent être pareils. Dans un couple, c'est soit la femme qui est assez diligente, dans un autre couple, c'est l'homme qui est assez diligent et consort. Donc le mode de fonctionnement varie d'après les couples. Il n'y a pas deux couples qui peuvent gérer les mêmes problèmes de façon identique. Alors, si tout est aussi minutieusement calculé, ça veut dire on sait que tel fait ci ou ça, et il y a un problème qui survient à l'improviste. Qu'est-ce qu'on fait? Ça ne crée pas de problème? Ça crée généralement les problèmes, mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, généralement c'est le mari qui est le chef de la famille. C'est lui qui incombe la responsabilité de prendre soin de sa famille. Ce que les hommes ignorent généralement, ils vont dire peut-être que les femmes sont vénales, les femmes sont cupides, mais c'est faux. Ce que la femme attend d'un homme, c'est quoi? C'est le besoin d'être aimé, le besoin de sécurité, le besoin d'attention. Même si un homme est financièrement à terre, il n'a pas de moyens. Vous voyez les femmes, le seul fait de ramener le soir peut-être une rose ou bien quelque chose, un bonbon, en fait, un truc simple. Qui fasse preuve de bonne volonté. Qui fasse preuve de bonne volonté, qui montre à sa femme que si j'avais plus, je te couvrirais des cadeaux, c'est tout. Et vous allez voir dans ce type de foyer. Du maïs grillé, simplement. Oui, simplement, une petite prune. C'est quoi? Le symbole, c'est quoi? C'est l'attention. Ça veut dire que je suis restée au boulot, j'ai pensé à toi et je t'ai gardé quelque chose. C'est très important. Et vous allez voir dans ce couple, ce genre de femme, elle est très heureuse. Elles sont réellement très heureuses par rapport à celles qui reçoivent l'or, reçoivent les billets d'avion. Et puis elle ne voit jamais le mari, en fait. Pourquoi? Parce que c'est l'attention, c'est-à-dire il a pensé à moi. C'est tout ce qu'il avait et il a
il a pensé à moi, c'est très important. Avant de terminer cette émission, je m'en voudrais de ne pas poser cette question. Et les hommes nous ont dit dans le reportage que les femmes n'investissent pas beaucoup dans le foyer, mais on a les chiffres de l'Institut national des statistiques qui nous disent que les femmes investissent beaucoup plus dans l'alimentation, donc 39,2% contre 38% pour les hommes. Dans le logement, les femmes investissent beaucoup plus, contrairement à ce qu'on a eu. Dans l'éducation également, les femmes investissent un peu plus. Maintenant, en retour, dans quoi est-ce que les hommes investissent beaucoup plus? J'ai pris quelques postes de dépenses simplement, je n'ai pas pris toute la liste. Les hommes investissent dans la restauration, donc 7% contre 5% pour les femmes. Dans le transport, 9% contre 6% pour les femmes. Et dans la communication, 3,8% contre 3,3%. Lecture d'une conseillère matrimoniale. Oui, généralement, ce que je dis souvent, c'est que derrière un grand homme se cache une grande femme. Ce sont les femmes qui portent le foyer. Les hommes ne vont pas vous le dire, mais généralement, ce sont les femmes qui portent le foyer. Ce sont des femmes qui sont le pôle, qui est le pôle généralement de décision. Les hommes Quelle est plus de finances ou pas? Quelle est plus de finances ou pas? Un homme qui veut avoir une place dans la société, qui veut être respecté, doit écouter sa femme parce que sa femme, généralement, est la meilleure conseillère que les amis ou bien les collègues qu'on soit. Ce sont les femmes, généralement, qui tiennent le foyer. Voilà, merci Sylvie pour cette intervention. C'est terminé pour cette première partie. Je vais vous inviter à regarder une dame qui travaille dans une morgue à Douala. Elle est travailleuse dans une morgue à New Bell, plus précisément. Elle s'appelle Fadimatou Bombida. On regarde. Fadimatou Amadou Bombida est l'une des rares femmes qui travaillent dans une morgue au Cameroun. Elle exerce son métier à la morgue de l'hôpital du district de New Bell à Douala depuis 5 ans. Passionnée et fière de son travail, elle nous raconte son aventure dans ce domaine. Je suis là depuis le 11 juillet 2009. J'aime d'abord les métiers qui sont un peu curieux, quoi. J'aime faire des métiers où on ne trouve pas généralement des femmes. Alors là, j'ai été motivée déjà par une de mes sœurs et puis un frère, un cousin qui était dans ce métier. Et je voyais comment la famille et tout le monde le mettait de côté. J'ai dit non, il faut aussi que j'essaye de le faire parce que moi ça me motivait. Quand j'avais des avideurs des gens de ma famille dans ce métier, j'ai dit ok, il fallait que je m'y lance aussi. L'être humain en général a ses arrière-pensées. C'est un métier comme tout le reste. C'est comme un vendeur à la sauvette, c'est comme un ministre, c'est comme ça, comme un journaliste comme vous par exemple. C'est le même métier, c'est aussi un métier comme le reste. Moi j'ai été motivée et puis je n'ai pas eu à passer par 4 chemins ou alors on me demande fais ceci, fais cela. Non, je suis arrivée, j'ai trouvé que c'était simple. Moi-même au départ, je me disais que c'était un métier compliqué, mais quand je suis arrivée dans le métier, j'ai trouvé que c'est simple, c'est un métier comme le reste. Quand vous voulez faire quelque chose, faites-le bien, de telle en sorte que quand vous allez vous mourir, on dit ici était une morguière. Vous voyez un peu, donc là où je suis là, j'adore mon métier et je ne pense pas l'abandonner. Une femme qui travaille à la morgue, ça ne s'est pas souvent vu, ma très chère, mais bon. Pas beaucoup, et coup de chapeau. Moi, j'admire son courage en tout cas. C'est assez... vraiment, c'est une brave dame. À présent, Marie-Léonie Sen est avec nous pour l'actualité. Bonjour Marie-Léonie. Bonjour Clarence, bonjour journaliste. Marie-Léonie. Alors Marie-Léonie, qu'est-ce qu'on a?
Eh bien, on va commencer avec la première journée mondiale du voile qui s'est tenue le 29 mai dernier à la maison du parti de Bounandjo. C'était donc un collectif de 500 femmes qui s'est réuni sous la bannière de princesse Adidjan Boumiko Yenou. Elles disent non au conflit interreligieux. Pour elles, il est important de faire tomber l'amalgame qui persiste sur l'islam, ainsi que les préjugés, l'ignorance qui continue de faire tabac sur le port du voile. Alors, c'est non à la stigmatisation, voilà, justement. Alors, autre événement? Oui, Women Stand Up for Africa est la nouvelle plateforme féminine qui se lance dans la lutte contre Boko Haram. C'était dans cette conférence qui s'est tenue le 30 mai dernier à Yaoundé, au siège du Cameroun People's Party, sous la bannière de Marianne Ekane. Voilà. Elle veut donc se désolidariser contre le groupe Boko Haram et voudrait donc que les femmes soient plus impliquées pour lutter contre ce groupe. Tout à fait. Et on dit non. Non à Boko Haram. Les femmes donc se joignent au mouvement. Voilà. Au reste du monde, il faut le dire. Hein. On va finir avec cette triste nouvelle, c'est celle de Dame Tachwa Ebongue Nicole qui est accusée de maltraitance sur sa fille Bessem Rahima, âgée de 7 ans. L'enfant présente donc des sévices corporels infligés par sa propre mère. La scène se déroule à la nouvelle route Bessengue, ici même à Douala, le lundi 2 juin dernier. Elle bastonne sa fille, lui met du piment dans les yeux, puis la brûle à l'aide d'un fer à repasser pour la simple raison que sa fille serait sortie de la maison en la laissant ouverte. Eh bien, les témoins disent que ce ne serait pas la première fois qu'elle fasse ce genre de... Elle a quel âge, la fille? La petite fille a 7 ans. Fille a 7 ans. Oui. Quelle horreur. Violence sur sa propre fille, quand même, c'est incompréhensible. Oui, même si ça avait été la fille d'autrui, voilà, on n'aurait pas compris, mais là, sa propre fille, c'est encore plus incompréhensible. Bien, la petite Bessem Rahima suit donc des soins à l'hôpital La Quintini. Et la maman est gardée à vue. Voilà. Quelque part. Après donc l'actualité, merci Marie-Léonie, nous allons suivre ce reportage sur un événement, Préservons nos enfants, justement. C'est un événement qui concerne les enfants et les parents. Il s'agit de sensibiliser sur les abus sexuels dont sont de plus en plus victimes nos enfants. Et ces abus viennent de qui? Ça peut venir de la famille, d'un membre de la famille, comme du voisin, comme du voisinage. Mais le plus important, c'est de pouvoir discuter avec les enfants. L'attirance sexuelle d'un adulte pour un enfant est assez présente au Cameroun. Depuis le premier trimestre de cette année 2014, le tribunal de grande instance de Douala compte sur l'ensemble des crimes enregistrés 9,71% de cas de pédophilie. Les adultes qui abusent sexuellement des enfants pouvant les influencer. Il est donc important d'instaurer le dialogue au sein des familles. Lorsqu'un enfant est victime de viol ou d'abus sexuels, il a du mal à trouver un cadre dans lequel il doit s'exprimer. Parfois, l'enfant va dire à son parent qu'il a du mal à accepter, surtout si l'auteur est membre de la famille, c'est-à-dire que le père, la mère, voilà, le cousin, l'oncle. Les pédophiles, on le voit, ne sont plus uniquement des adultes, mais aussi des auteurs mineurs et les mères incestueuses. Nous l'indiquent les dessins de ces enfants. Même si tu es allé vers d'autres amours. La pédocriminalité entraîne un traumatisme, les traces sont indélébiles et marquent l'ADN de la victime sur 3 générations. Quelqu'un qui a été exposé donc à une situation aussi violente, et dans le cas particulier que nous examinons, le traumatisme sexuel, va sur un plan strictement émotionnel vivre quelque chose d'aussi intense, tel que le cerveau va enregistrer ça, et en l'enregistrant, ça va marquer pour sa propre survie un endroit qui signale le danger. L'étude dont nous parlons a permis de repérer à la 3e génération une personne qui portait des marqueurs du traumatisme et pourtant elle n'avait pas elle-même été victime directement. C'est sa grand-mère qui avait été violée. Une fois encore, il est demandé aux parents de dénoncer. Il faut dialoguer avec les enfants, il faut amener les enfants à suivre des émissions de sensibilisation qui portent sur ce genre de thème. Maintenant, l'autre volet de la juridiction, c'est la sanction. La sanction est là pour corriger ce qui est déjà fait. Un crime est généralement une infraction qui est punie de 10 ans, à partir de 10 ans.
L'association La Colombe s'est engagée dans la lutte contre la pédophilie depuis plusieurs années. Elle se réjouit de ce que le silence commence à être rompu. Chose inquiétante mais tout à fait réaliste parce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. On se rend compte que les mamans sont de plus en plus à l'origine de l'inceste. Ça, c'est des choses dont on ne parlait pas. Les papas, oui, mais les mamans, c'est le plus surprenant. Les papas, on se dit souvent que oui, c'est arrivé, mais la maman. Et autre chose, c'est que les enfants également sont auteurs de pédophilie. Parce qu'on dort dans la même chambre qu'un enfant et dans la nuit, l'enfant voit ce que vous faites et répète sur son camarade le lendemain à l'école. Donc, c'est important de sensibiliser les parents aujourd'hui. Beaucoup de sensibilisation et surtout de discuter avec ces enfants-là sur ce type de situation afin de pouvoir les contourner si possible. Voilà, tout à fait. Idée reçue maintenant avec ma très chère Janalis. Kounou, on ne se lève jamais du pied gauche le matin. Jamais. Comment ça? Tu l'as dit. Alors, on ne se lève jamais du pied gauche le matin, c'est ce que nous disent nos ancêtres, ma très chère, parce que ce n'est pas moi qui le dis, ce sont nos ancêtres qui l'ont dit. Nous avons cherché à savoir pourquoi. Pourquoi cet état de choses? Pourquoi on ne devrait pas se lever du pied gauche? Parce que ce n'est valable que le matin au lever. Nous sommes allés donc à Bayangam à l'ouest, en passant par Dibombari dans le littoral, à Bafia dans le centre et dans tous les autres villages. Tout le monde a été d'accord que il ne faut jamais le faire parce que ça n'augure rien de bon. Lorsqu'on se lève le matin, il faut faire des efforts pour que votre pied gauche, si c'est lui qui veut toucher en premier le sol, que vous le reteniez, vous revenez sur votre lit, vous vous repositionnez, vous mettez le pied droit. Parce que si c'est le pied droit, aucun souci. Tout ce que vous avez prévu ce jour-là se passe normalement. Alors, si c'est le pied gauche, mon Dieu, on ne vous dit pas. Les ancêtres disent que d'ailleurs, on se souvient que souvent il y a une journée où on passe le temps à cogner son pied en route. On marche 2 mètres, on cogne son pied. C'est jamais rien de bon. Ça veut dire si vous avez un important contrat à signer, il est à l'eau. Ça veut dire que si vous êtes élève, vous qui composez à ce moment-ci, un matin d'examen où vous devez être sûr d'avoir votre examen, vous êtes levé du pied gauche, vous allez cogner votre pied et arriver là-bas, vous oublierez tout ce que vous aurez appris. Donc, et si vous avez un rendez-vous d'argent, alors vous tomberez sur cette personne qui vous a pourtant dit, viens maintenant, qui vous dit, oh là, je viens juste d'utiliser cet argent. Alors, c'est autant de poids ce que vous prenez en vous levant du pied gauche. C'est pour cela que nos ancêtres ont conclu en disant, jamais se lever du pied gauche le matin. Changez le pied en vous levant. Donc, quand vous vous levez, réfléchissez, méditez. Dites-vous, est-ce que c'est mon pied gauche que je pose en premier au sol ou c'est mon pied droit? Si c'est le pied gauche, retenez-vous. Ne vous levez plus. Absolument. Restez au lit encore pendant quelques minutes. Et décidez-vous quand vous allez vous rendre compte que c'est votre pied droit qui veut toucher le sol. Voilà, c'est terminé pour cette émission. En tout cas, c'est pas nous qui Merci, ma très chère. C'est terminé. On va se retrouver la semaine prochaine avec un sujet tout aussi intéressant, ou alors des sujets tout aussi intéressants que ce que nous avons obtenu aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci. C'était un plaisir d'être avec vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.